Bonjour à tous, merci de vous joindre à cet atelier de témoignage sur le sujet innovation et usage. Je suis avec Sébastien Deschaux, directeur projet innovation pour l'entreprise d'énergie, et Jérôme Sicard, directeur des projets et systèmes d'information pour l'entreprise Keolis. Bonjour à tous. Messieurs, donc pour commencer, je vous propose de présenter brièvement votre entreprise et votre fonction. Sébastien? Plaisir, bonjour à tous. Sébastien Deschaux, directeur innovation pour le groupe d'énergie. En fait, d'énergie, c'est aujourd'hui une entreprise à peu près 80 personnes, dont le seul métier, c'est de faire émerger des innovations. Quand je dis émerger, c'est vraiment les mettre sur le marché, parce qu'en fait, c'est le seul moment où une innovation apporte au monde, c'est quand elle est diffusée et massivement adoptée. Donc, on a à peu près tout ce qui peut servir en termes de compétences pour créer des innovations, des designers, des graphistes, des marketeurs, des commerciaux, tout ce qui manque aux créateurs quand ils essayent de passer de leur garage au marché mondial. Et vous, votre fonction précisément? Alors moi, plus spécifiquement, je m'occupe donc de deux choses. Je suis le directeur des déploiements projets, c'est-à-dire de faire en sorte qu'une idée se transforme en réalité et qu'elle soit déployée à l'endroit où elle doit être. Et de l'innovation, c'est-à-dire chez nous, l'innovation, en fait, nos travaux de recherche, on en fait beaucoup, on met presque 20% de notre chiffre d'affaires sur la R&D, c'est de trouver des meilleures façons de mieux faire réussir les innovations. Beaucoup de business design, beaucoup de stratégies d'approche marché, beaucoup de stratégies de synergie, parce qu'on est vraiment convaincu que pour qu'une innovation réussisse, il faut qu'elle rende service à tout le monde dans son écosystème, pas seulement à ses utilisateurs directs. Ok, merci. Jérôme? Bonjour à tous, donc Jérôme Sicard, je m'occupe de la direction des projets, du système d'information et d'innovation au sein de Keolis Lyon. Donc Keolis Lyon, c'est un opérateur de transport qui a une dimension mondiale. Nous sommes présents dans 15 pays du monde et donc notre métier, c'est en fait d'opérer des réseaux de transport en commun ou des grands réseaux. Donc notre champ d'action couvre les sujets du métro, du tram, du bus, du train, du vélo, du parking. Donc nous sommes un opérateur aussi très implanté au niveau national. Nous avons à peu près 80 réseaux de transport sur la France et principalement également 4 grandes villes qui sont Bordeaux, Lille, Rennes et Lyon, pour laquelle en fait on a un modèle un peu français, un peu spécifique, qui est le modèle de délégation de services publics, pour laquelle en fait une autorité organisatrice, c'est-à-dire une autorité responsable de la politique de transport et responsable du patrimoine d'une ville, délègue à une entreprise privée 3 missions principales qui sont de réaliser le service au quotidien pour les passagers, d'entretenir le patrimoine de cette autorité organisatrice, de réaliser un transport en toute sécurité et puis également de faire évoluer ce transport, ce réseau de transport pour densifier puis améliorer le transport au quotidien. Merci. Donc, ça n'a échappé à personne. Je pense que cette année, on a tous traversé une année vraiment pas comme les autres, avec un intrus de taille qui est venu bouleverser la planète entière, mais aussi et surtout beaucoup les entreprises et leur modèle d'affaires. Et donc, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que la Covid-19 est venue bousculer et vient encore bousculer dans vos modèles d'affaires? Sébastien? Écoutez, pour moi, déjà, à titre personnel, moi, j'y vois énormément d'avantages parce que je me déplace beaucoup. D'habitude, je passe une bonne quinzaine d'heures par semaine à aller à Paris, à aller chez mes clients et ainsi de suite. Et depuis qu'on a commencé à généraliser tout ce qu'on peut faire à distance, en fait, j'ai appris deux choses. Premièrement, 15 heures par semaine, c'est 3 heures de gagné par jour. C'est absolument gigantesque. Mais en plus, les réunions sont terriblement plus efficaces. C'est-à-dire que quand on fait les workshops, par exemple, où on fait beaucoup de business design et d'idéation par workshop, euh, là où on mettait 4 heures, aujourd'hui, on fait les choses en 2 heures. Les choses vont plus vite, les décisions vont plus vite, la prospection commerciale va beaucoup plus vite, que ce soit pour la nôtre ou pour celle de nos clients. Enfin, le fait que ça soit devenu habituel et tout à fait raisonnable et pas insultant de zoomer avec quelqu'un plutôt que d'aller le voir, moi, j'y vois une énorme majorité d'avantages. En fait, je vais même aller jusqu'à émettre l'hypothèse que le monde devrait déjà avoir fait cette transition.
Il l'a seulement pas fait parce que ça changeait des habitudes. Il faut réapprendre à travailler, il faut réapprendre à communiquer. Quand j'étais petit, à l'école, j'ai été traumatisé par un événement. Je pense que j'étais au CM2, j'avais écrit un exposé en le tapant sur un ordinateur. On était quelque chose comme 86, je pense. Et j'ai dû intégralement le refaire. Je me suis fait gronder par la maîtresse parce que j'avais utilisé un ordinateur. C'est une aberration. C'est aberrant qu'on puisse arriver à des choses pareilles. L'école doit préparer au monde de demain et certainement pas au monde d'hier. Au moins au monde d'aujourd'hui, si c'est possible. Et donc, cette transition massive de toutes les industries sur toute la planète vers le digital, ça veut dire que tous ces gens qui, quelque part, détestent Amazon parce qu'Amazon gagne beaucoup, en fait, c'était les mêmes qui refusaient de se digitaliser quand on leur disait que c'était important de se digitaliser. Donc moi, je pense que cette crise, c'est un catalyseur et qu'à la fin, toute la société humaine va devenir infiniment plus efficiente. Même résultat, beaucoup moins de ressources consommées. Je ne vous parle même pas de l'impact en termes de CO2. Entre un Zoom et un voyage en TGV, c'est d'un facteur 100 à un facteur 1000. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, indirectement, j'aime pas le Covid, évidemment, mais le fait que ça catalyse l'utilisation des outils les plus efficients qu'on connaisse aujourd'hui, on en fera des meilleurs, je pense que c'est une chance énorme pour toute la société. Et je pense que le CPME Camp est en fait une magnifique preuve qu'on peut faire aussi bien, et peut-être même mieux, en étant à distance. Et vous me regardez aujourd'hui probablement plus nombreux que ce qui se passe dans les sessions habituelles. Merci. Et, Jérôme, c'est peut-être un petit peu différent par rapport à votre activité et notamment la mobilité qui a quand même été assez transformée et bouleversée. Tout à fait. En fait, si on regarde le réseau de transport comme il était en cette début d'année, et puis si on fait un zoom plus particulièrement sur le réseau de Lyon, on était dans une croissance forte, en fait, un début de bascule des gens vers les transports en commun pour délaisser finalement leur voiture. Nous, notre stratégie sur un réseau de transport comme Lyon, c'est clairement de donner les moyens aux personnes qui se retrouvent toutes seules dans les voitures à voyager au quotidien, de basculer vers les modes de transport. Et finalement, cette crise du Covid, elle a révélé deux choses. La première, c'est que finalement, il y a une évolution dans la manière de se déplacer pendant cette phase-là, évidemment liée aux phases de confinement successives, mais également liée finalement au fait que les gens donc il y a la crise économique évidemment, il y a aussi les lycées, les collèges, toutes les personnes qui se déplaçaient sur le réseau de façon habituelle ont changé leurs habitudes et se posent des questions sur est-ce que je dois continuer à prolonger mon abonnement, est-ce que je dois, comment je gère le télétravail au quotidien. Donc ça a bouleversé en fait finalement la manière de se déplacer dans la vie de tous les jours. Et ça a un impact énorme puisque nous, en tant que délégataire d'un réseau de transport, on a engagé sur la dynamique économique et sur la dynamique commerciale d'un réseau. Donc ça a bouleversé en fait la manière de percevoir le transport. Et je dirais finalement, notre premier enjeu vis-à-vis de ce changement de mobilité, c'est finalement de reconquérir des clients, de les faire revenir. Donc notre enjeu depuis le mois de mars, depuis l'arrivée du Covid, c'est finalement de convaincre que les gens peuvent se déplacer. On le voit, pour vous donner un exemple, on le voit très clairement sur l'activité par exemple du métro, qui était un mode fort sur la région, sur le territoire lyonnais. Et en fait, on a une baisse de fréquentation du métro qui est liée bien évidemment à la situation économique, mais aussi à la perception des gens sur finalement, est-ce que je ne vais pas attraper le Covid dans le métro, dans un mode fermé. Et on voit finalement un changement d'usage sur les réseaux de transport où le métro est devenu une alternative et le bus et le tram sont devenus des modes forts de déplacement puisque les gens se sentent plus en sécurité dans un bus et dans un tram que dans un métro. Donc deux enjeux principaux. D'un côté, c'est retrouver finalement une fréquentation et aller chercher des gens qui ont commencé à rebasculer à la voiture. Hein. C'est ce que vous notez dans votre quotidien. Vous voyez des embouteillages, c'est-à-dire des gens qui sont revenus à l'usage de la voiture. Et d'un autre côté, c'est rassurer les gens et leur expliquer que finalement, on n'attrape pas le Covid dans le métro plus qu'en allant dans un commerce de tous les jours. Donc deux enjeux principaux. D'un côté, retrouver finalement une fréquentation et d'un autre côté, c'est asseoir finalement le fait que les problèmes sanitaires dans le métro ou dans le bus ou dans le tram ne s'attrapent pas de façon plus forte que dans notre vie au quotidien. Merci beaucoup.
Merci tous les deux. Donc, on voit bien que du coup, effectivement, ces dimensions-là sont importantes à prendre en compte et notamment, on peut rebondir sur les dimensions sociales, environnementales, puisque cette année, le CPME Camp est tourné sur Innovation for Good. Eh bien, je vais vous poser à nouveau cette question-là. On a un petit peu touché du doigt tout à l'heure, mais est-ce que vous prenez en compte dans vos stratégies, dans vos projets, dans vos innovations, les dimensions sociales et environnementales? Sébastien. Je ne peux même pas imaginer qu'on puisse faire autrement, en fait. C'est plus large que ça. Quand vous voulez implanter une innovation, vous avez la responsabilité de faire en sorte que cette innovation apporte tout ce qu'elle peut apporter à tous ceux qu'elle impacte. C'est important parce que vous pouvez, peut-être les trottinettes, voilà, les trottinettes en free floating qu'on a maintenant en Lyon, en comparaison, elles apportent à différents acteurs. Elles permettent de fluidifier le transport, à celui qui s'en sert, elles changent. Et oui, elles impactent l'occupation des trottoirs, mais quelque part, elles réduisent le coût de l'infrastructure, notamment pour des gens comme Jérôme. Une innovation, ça doit être vu sur l'ensemble de ces impacts. Après, la notion de for good, en fait, la notion de for good, on fait beaucoup de bruit autour. Et il faut considérer tous les impacts. Par contre, c'est à chacun de décider si c'est for good ou for bad. Je vais vous prendre un exemple qui est peut-être le plus caricatural de tous, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, pour l'énorme majorité de la société humaine qui est installée dans les zones tempérées, fertiles sous nos climats actuels, et de préférence à côté des océans, comme dit Elon Musk, c'est comme si on avait volontairement dessiné la société pour avoir le maximum de sensibilité à la montée des océans. Pour l'énorme majorité des gens, effectivement, c'est très néfaste d'avoir un réchauffement climatique. Mais si vous êtes un propriétaire de terres arables en Islande ou au nord de la Norvège, et que d'un seul coup, votre terre qui ne vaut rien peut devenir un magnifique vignoble dans le monde du futur, en fait, c'est pas grave le réchauffement climatique, ça vous arrange le réchauffement climatique. Et l'innovation, c'est toujours la même chose. Prenez l'exemple de la fabrication du froid. En 1930, on a tout un écosystème d'une centaine de milliers de personnes, rien qu'en Europe, qui cassent des blocs de glace au niveau du cercle polaire, et toute une chaîne logistique qui amène ces blocs de glace, c'était des blocs grands comme ce pupitre, qui les amenait pour faire du froid dans les frigos, qui n'avaient pas encore ce mot, des hôtels de luxe des grandes métropoles européennes et nord-américaines. Il y a quelqu'un qui a eu la très mauvaise idée d'inventer le frigo. Pour la civilisation, ça a été un apport positif absolument extraordinaire. Ça veut dire des millions de gens qui avaient accès à de la nourriture qui était non dangereuse pour leur vie, qu'on pouvait conserver plus longtemps. C'est une des grandes composantes avec le tracteur qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à vivre très bien avec 1% de la population qui travaille dans les champs. Pour les gens et les fortunes qui s'étaient faites dans la gestion de la chaîne du froid, basée sur je casse des blocs de glace et je l'amène dans les métropoles, ça a été très néfaste. C'est la différence entre l'apport objectif de l'innovation qui va être ce qui va gagner à terme et qui va améliorer globalement pour l'humanité, et l'apport, ce qu'on appelle la zone de transition, le changement d'une industrie à l'autre, par exemple le passage du pétrole au solaire dans l'énergie. Pendant la phase de transition, vous faites des malheureux, parce que dans leur intérêt court terme, c'est négatif pour eux. Maintenant, quand on sait profiter de l'innovation, faire du froid, c'est faire du froid. C'est-à-dire que si vous aviez une chaîne de blocs de glace, j'espère que votre prochaine étape, ça a été de faire une chaîne de frigo. C'est ce que Kodak a tout à fait raté, par exemple. Ils ont cru que leur métier, c'était de faire des photos, papier, film, alors qu'en fait, leur métier, c'était de faire des souvenirs. Et faire des souvenirs, n'importe quelle solution technologique qui permet de faire des souvenirs, permet d'accomplir leur métier. Et ils pouvaient tout à fait, ils auraient dû devenir les leaders mondiaux de la photo numérique, et ils ont complètement raté parce qu'ils ont voulu lutter contre au lieu de s'aligner avec la nouvelle force qui était disponible grâce à l'innovation. Donc, pour répondre à votre question, le fond du fond, c'est de réussir à apporter à tous, et donc à valoriser et à argumenter ce qui fait du bien aux gens, ce qui donne la notion même de innovation for good. Ça veut juste dire amener aux gens ce qui est dans leur intérêt. Et on ne peut pas faire de la bonne innovation sans respecter ce principe. Ça veut dire qu'on est contre les autres. C'est mal d'être contre les autres. Premier principe, faites-vous aimer. Jérôme, chez Colis. Eh bien, pour rebondir sur ce que dit Sébastien, effectivement, on est un peu dans la même logique. C'est-à-dire que si on regarde le réseau de transport en commun de Lyon, on ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, si on commence par l'écologie, il est viscéral, il est historique sur un réseau de transport. Il est viscéral depuis quasiment un siècle. C'est-à-dire que
l'évolution du réseau, c'est bien sûr densifié, mais c'est aussi électrifié. Donc, on a une vague depuis une vingtaine d'années, avec une quarantaine d'années avec l'arrivée des modes comme le métro, mais également de bus électriques. Donc, on a une dynamique de l'électrification et de la prise en compte finalement de l'enjeu écologique sur une métropole qui est historique. Ça n'empêche qu'on n'est pas au bout. Le chiffre clé, aujourd'hui, on a 75% des déplacements dans un mode nominal. Hein, donc, quand on est à 100% d'une activité d'un transport qui se fait, 75% de modes qui se font en déplacement électrique. Donc, c'est-à-dire que historiquement, le réseau de Lyon est déjà dans la dynamique. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a déjà des aspects réglementaires qui obligent les métropoles à se transformer à l'horizon 2025. Se transformer, ça veut dire quoi? C'est de respecter des enjeux écologiques forts, qui sont les réductions de consommation de CO2, qui sont bien sûr les émissions de particules. Et conjointement avec le Citral, Keolis, donc l'autorité organisatrice Citral et Keolis, s'est engagée en fait dans un plan d'anticipation de cette transition énergétique et écologique de 5 ans. Et donc, à partir de l'année prochaine, sur le réseau de transport, on change, on fait une bascule, on fait un big bang sur l'ensemble de nos modes de transport de surface. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on passe à l'hydrogène, on passe au gaz et on passe 100% électrique, ce soit la recharge en ligne sur le réseau, puisqu'il est déjà prééquipé de lignes haute tension, et également de recharge en dépôt. Et ça, cet enjeu-là, il est majeur pour nous. Il est majeur parce qu'en fait, un réseau de transport, c'est finalement, en termes de dépenses et de particules dépensées, c'est que 3% de la consommation d'une ville. Donc, on a plutôt en fait un rôle d'exemplarité. Hein. On va dire qu'aujourd'hui, les éléments qui polluent sur une métropole, c'est plutôt les deux roues, les voitures et les camions. Mais par contre, on a un rôle d'exemplarité et aussi d'incitation, parce qu'en fait, on voit bien que cet élan écologique, économique, c'est les deux, hein, les deux sont liés, bien évidemment, importe aux gens. Importe aux gens qui se déplacent. Et finalement, nous, on apporte une réponse sur l'enjeu écologique. Ensuite, concernant l'enjeu sociétal, il est aussi très important pour nous. Je dirais il est même amplifié avec l'arrivée, depuis le mois de juin, à la direction de la métropole, on va dire d'une étiquette verte. Hein. L'arrivée politique du mois de juin aussi nous bouleverse et finalement nous projette encore plus rapidement vers la prise en compte des aspects sociaux et sociétals. Nous, notre vocation, c'est finalement d'être inclusif, quelle que soit la personne qui se déplace. Et dans ce cadre-là, il y a des sujets qu'on avait en fait en tête. On va donner par exemple l'exemple de l'autisme. C'est vrai que pour une personne atteinte d'autisme, se déplacer sur un réseau de transport, ça reste hasardeux, ça reste anxiogène. Et donc, on a l'ambition sur cette fin d'année, en début d'année prochaine, de favoriser le déplacement des personnes qui sont atteintes d'autisme en leur donnant soit des bulles pour se permettre de se reposer et puis aussi de s'apaiser, et puis également de l'améliorer la signalisation pour que finalement, pour eux aussi, ça soit une simplicité, une évidence de se déplacer. Il y a tout un volet aussi de digitalisation qui nous arrive aussi, comme le disait Sébastien. C'est vrai que l'arrivée de la digitalisation pour les personnes, pour l'inclusivité, c'est un élément important pour nous. Ça se manifeste comment? Alors, ça se manifeste déjà avec des solutions qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, qui s'appellent Faciligo, qui permettent en fait de mettre une personne qui voyage avec une autre personne qui voyage. Et cette deuxième personne qui voyage, elle est âgée, soit elle a des problèmes de déplacement. Et ça permet en fait de rassembler ces deux personnes et c'est une sorte de, comme l'autopartage finalement, c'est d'accompagner cette personne dans son déplacement. Donc ça, c'est des solutions qui existent déjà, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Donc nous, on est dans cette direction-là et on expérimente actuellement. Hein, si vous prenez le réseau de transport et si vous arrêtez à la station de Bellecour et à la station Grange-Blanche sur la ligne D, vous verrez peut-être des balises Bluetooth qui sont disposées sur l'ensemble de la station. Et donc, on lance une expérimentation à partir de cette fin du mois de novembre qui vise en fait à digitaliser aussi le parcours des personnes malvoyantes
leur permettant en fait de se déplacer dans une station, mais également d'accéder aux quais sans forcément y tomber, hein, évidemment, en toute sécurité. Donc voilà, notre programme, il est sur des choses low-tech. Hein. On ne mise pas tout dans l'innovation sur des choses high-tech, mais il y a aujourd'hui un volet digital qui permet aussi finalement de libérer un certain nombre d'usages. Vraiment intéressant. Du coup, comment est-ce que chacun vous innovez dans vos entreprises? J'ai compris que c'était bien le cœur de votre activité, mais comment est-ce que vous innovez et est-ce que vous le faites de manière ouverte? Et genre, c'est 3 questions en une, hein, mais c'est pour avoir, je pense, un panorama un peu complet et également la manière dont vous financez ces innovations. Sébastien? Bah, effectivement, d'abord, on n'a jamais intérêt à faire les choses tout seul, surtout dans un monde qui va aussi vite qu'aujourd'hui. Il faut toujours jouer favorablement avec ses petits camarades. Nous, on a un point de vue qui est un petit peu décalé en fait là-dessus, parce qu'on fait l'innovation pour et avec les autres. De base, quand un client vient nous demander j'ai tel métier, je suis commerçant, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, on va déjà travailler avec lui. Mais comme on travaille avec lui, on est forcément amené à se demander à qui est-ce que lui sert. Et en fait, on passe notre temps à aller parler aux clients de nos clients, aux clients des partenaires de nos clients. On ne peut pas avoir une approche qui ne soit pas globalisante. On en parle de notre innovation à nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe des méthodes qui permettent de trouver des meilleures solutions pour nos clients, vraiment des meilleures méthodes d'innovation. C'est la même chose. On est obligé de travailler avec les laboratoires de recherche, on est obligé de travailler avec des docteurs qui réfléchissent à la question. On a ce privilège d'avoir chaque année une bonne centaine de cas sur lesquels on sait, en fait, sur chacun de ces 100 projets, je peux vous dire quelles actions ont été prises, quelles réflexions ont été faites, quelles décisions ont été prises. On a une capacité, une profondeur, en fait, de lecture sur les causes et les conséquences de chacune de ces actions qu'on ne peut pas avoir dans le monde académique. Ce qui fait que le monde académique adore travailler avec nous, parce qu'on a justement un accès à des données qu'ils n'ont pas. Et en plus, comme on a toujours la même équipe, en fait, qui travaille sur les projets, on neutralise le bruit humain. C'est vrai que dans l'innovation, le facteur humain, il est gigantesque. Vous avez une bonne équipe, elle va plus ou moins réussir n'importe quel projet. Vous avez une mauvaise équipe, vous pouvez avoir le meilleur plan au monde, il va quand même rater. Et du coup, l'analyse, la compréhension de qu'est-ce qui fait réussir les innovations, au-delà de ce point que je viens de donner, qui est la qualité humaine, et bien, tout le reste devient très difficile à percevoir. Et chez nous, on peut le faire. Donc, on travaille toujours avec les gens. Et pour tout vous dire, je suis même en train de carrément lancer officiellement une open roadmap de la R&D sur les méthodes d'innovation. C'est-à-dire que je veux, comme je l'ai fait un peu ce matin sur l'atelier que je viens de terminer, sur les dernières méthodes de business design, je veux partager ce qu'on sait pour que les gens puissent nous dire, nous, on aurait vraiment besoin de telle brique qui viendrait améliorer les choses. Comment est-ce qu'on pourrait la faire ensemble? Et l'idée, c'est que si je sais qu'une brique rend service à beaucoup de gens, j'ai prioritisé cette brique sur une autre qui a peut-être moins d'impact. En fait, dans tout ce que je vous dis depuis le début, vous retrouvez cette notion. On est convaincu qu'une innovation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, elle a un apport objectif. C'est celui que la nature aurait choisi. C'est que si vous aviez un système totalement impartial comme celui de la nature, vous vous reproduisez ou vous mourrez, celui qui amène le plus objectivement gagne. Mais en fait, dans le monde humain, c'est la même chose, sauf que des fois, il y a un petit délai de battement parce on brûle des gens parce qu'ils pensent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, alors qu'officiellement, on doit penser que le Soleil tourne autour de la Terre. On met du temps pour se rendre compte que les choses sont mieux quand elles sont justes, mais c'est juste du bruit humain. À la fin, le mieux gagne. Du coup, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, tout le volet financement, vous l'intégrez complètement dans votre démarche et vous avez des équipes dédiées ou comment ça fonctionne chez vous? Écoutez, je peux peut-être vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé il y a quelques temps. Vous en avez peut-être entendu parler, il a fait pas mal le tour du monde. C'est les parkings avec des robots qui garent les voitures à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Maintenant, il y en a dans 3 aéroports au monde, mais le plus avancé, c'est celui de Lyon. On l'a lancé dès le début. Et en fait, l'apport de ce robot, c'est de permettre de mettre plus de voitures sur le même parking pour l'exploitant du parking et de permettre aux utilisateurs, c'est-à-dire à vous, moi, qui allez vous garer à l'aéroport, de vous garer juste à côté de la navette, de sauter dans la navette et vous êtes parti. Donc, il y a un bénéfice d'usage qui est très fort. Pour le financer, il y en avait c'est très très cher de développer des robots qui sont capables de porter 5 tonnes. Donc, en fait, on a travaillé en collaboration avec le groupe Vinci, qui est l'exploitant de l'aéroport de Lyon.
en créant, en fait, en matérialisant ce qu'ils allaient gagner à développer cette technologie. C'est-à-dire, on a fait le calcul de combien ils gagnaient en place de parking supplémentaires par rapport à construire des nouveaux parkings, qui est beaucoup plus polluant. On a aussi fait le calcul de combien les gens étaient prêts à payer pour être plus rassurés, pour que ce soit plus simple, pour gagner du temps, marcher moins dans leur parcours. Et en regardant ensemble, et de façon encore une fois totalement objective, ce que le groupe Vinci avait gagné, eh ben, on a pu travailler de sorte à ce que le groupe achète la technologie à la start-up déjà au stade du projet. Ils n'achetaient pas un produit fini, ils ont permis à la start-up, en achetant du projet, d'arriver à un produit fini. Donc au début, il y a beaucoup de risques, donc on fait des tranches d'un montant raisonnable. Puis plus l'incertitude diminue, plus l'engagement augmente. Aujourd'hui, on a un parking avec 4 robots qui gèrent à peu près 2000 personnes qui vont se garer tous les mois. Enfin, comme dirait Jérôme, en conditions normales de fonctionnement, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens dans les parkings des aéroports, donc ça reprendra au début de l'année prochaine. Mais l'intérêt est là, c'est que vraiment, si vous apportez beaucoup aux gens, ils sont prêts à vous payer à l'avance. Et donc, vous pouvez utiliser le futur bénéfice que vous donnez pour financer vos problèmes d'aujourd'hui. Ça révolutionne en fait la rentabilité d'un projet. Vous n'avez plus besoin d'aller voir vos investisseurs pour tout financer. Vous pouvez aller voir vos investisseurs avec déjà un chiffre d'affaires tout à fait conséquent et significatif, alors que vous n'avez pas de produit. Et grâce à ces clients, convaincre les investisseurs. Et du coup, vous arrivez au produit en étant sûr que vous construisez la bonne chose, puisque les clients vous payent déjà pour le faire, et avec des investisseurs qui sont rassurés sur votre capacité à générer de l'argent, qui, encore une fois, ce n'est pas vénal, mais c'est l'oxygène des projets, l'argent. C'est rien d'autre. Vous ne faites pas un marathon sans respirer. Vous ne montrez pas un projet d'innovation sans gagner de l'argent. Merci. Jérôme, chez Keolis, comment fonctionne l'innovation? Comment vous la financez? Comment vous travaillez? Bon, déjà, l'innovation, elle se base sur nos axes stratégiques. Vous avez compris à travers les questions précédentes que finalement, la situation actuelle, mais également les enjeux mondiaux qu'on a aujourd'hui, nous amènent finalement à poser l'innovation sur un certain nombre d'axes stratégiques. L'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de reconquérir des voyageurs. Et finalement, une partie de notre travail, c'est de comprendre les usages. Donc, on a des sujets d'innovation qui vont finalement essayer de comprendre plus finement comment se déplacent les personnes. Donc, un axe plutôt orienté sur le déplacement, un axe bien sûr environnemental, j'en ai parlé tout à l'heure, un axe d'inclusivité évidemment, un axe de sécurité également, c'est un enjeu fort, à la fois pour rassurer et puis à la fois aussi pour cohabiter avec l'ensemble des acteurs qui se déplacent dans une métropole, qu'on soit piéton, vélo, trottinette. Et donc finalement, notre enjeu sur la sécurité, il se matérialise comment aujourd'hui? Il se matérialise par une expérimentation qu'on est en train de mener. Alors bien sûr, vous connaissez les systèmes d'aide à la conduite que vous avez dans la plupart des voitures et qui est en train de se généraliser sur les angles morts. Dans le milieu du transport en commun, c'est des choses qui arrivent maintenant, et qui arrivent maintenant parce que poussées par finalement cette cohabitation et cette multiplicité de mobilité sur une zone donnée. Donc un axe sécurité, un axe intermodalité, c'est forcément de dire comment je vais faciliter la vie de quelqu'un qui arrive en vélo et qui doit se garer dans un parking relais, et puis retrouver son vélo le soir et être sûr qu'il ne soit pas soit endommagé, soit volé. Donc c'est finalement de faire un mode de déplacement sans couture. Un axe qui nous importe aussi, c'est redonner de la dynamique commerciale. Hein. Finalement, l'enjeu, c'est de reconquérir les clients. Donc, on est basé là-dessus. Donc, on a en fait basé un programme d'innovation sur ces axes et cette feuille de route qui est partagée avec le Citral aujourd'hui. Et finalement, on cofinance les innovations sur un programme annuel, sur une année, à hauteur à peu près d'1 million d'euros. Donc, on cofinance l'innovation pour on va dire apporter des solutions. On part, comme le disait Sébastien, on part de l'usage. Hein, à quoi sert l'innovation? Qu'est-ce qu'on va apporter? Notre rôle, c'est d'expérimenter l'innovation, c'est de se servir de notre environnement qui est un terrain de jeu fabuleux pour amener des innovations, de les expérimenter. Et à la fin, c'est de se dire, est-ce que c'est intéressant? Quel bénéfice on en tire? Est-ce qu'on généralise cette solution? Donc, notre phase d'innovation, elle est basée sur ces 3 concepts-là, donc étude, expérimentation et validation. On ne peut pas faire bien sûr de l'innovation seule par essence. Par essence, l'innovation, elle peut pas être seule.
Donc, on est maillé avec des industriels qui travaillent avec nous, des startups, bien évidemment, des lieux comme le Tuba, comme le CPME Camp, comme le 107, qui est aussi un lieu d'émergence sociale. Donc, ça, c'est aussi des lieux qui nous intéressent et sur lesquels on investit du temps et des idées créatrices. Voilà, donc on va dire, on peut pas faire l'innovation seule, ça c'est un fait. Et puis, donc, notre objectif, c'est vraiment d'améliorer, à travers l'innovation, c'est d'améliorer finalement le déplacement au quotidien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc là, on va bientôt terminer, mais j'aimerais vous poser une dernière question, même si finalement, vous nous avez donné plein d'exemples au fur et à mesure, qui étaient vraiment très intéressants. Mais j'aimerais que pour terminer, vous en choisissiez un et que vous le partagiez. Un exemple vraiment de l'effet de votre politique d'innovation et de vos innovations sur l'entreprise en général, sur votre entreprise ou sur vos clients pour vous, Sébastien. Alors, écoutez, effectivement, j'ai l'embarras du choix, donc là, beaucoup de choses qui défilent dans ma tête. Je pense que je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Polyloop, qui est porté par un grand monsieur de l'innovation à impact positif qui s'appelle Robin Ferrari et son associé Gabriel Fess. Ils ont développé une méthode qui permet de recycler ce qu'on appelle les PVC chargés. Alors, les PVC chargés, c'est quoi? C'est le sol de vos moquettes, c'est les bâches que vous voyez sur les immeubles. La plupart des sols, en fait, qui sont recouverts d'une substance plastique sont ça. C'est aussi ce qui fait le tour des câbles électriques et des choses comme ça. Et il y a eu d'abord une première expérimentation, parce que la techno a à peu près 20 ans aujourd'hui, mais pendant 20 ans, on a essayé de le faire avec des business models à l'ancienne. C'est-à-dire une énorme usine chimique centralisée, comme on en a à Fézin, là, qui fait venir des déchets de toutes formes, de toute nature, du BTP, de la moquette, bref, plein de sortes différentes, et qui essaye de tout traiter en centralisant, en partant de l'idée que si j'en fais beaucoup, ça va être moins cher. Vous savez quoi, c'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a du frais de transport, il y a du frais de collecte, il y a un process. Et puis surtout, vous vous retrouvez à mélanger des entrants qui sont très différents entre la moquette et la garniture de câbles électriques. Ce n'est pas du tout les mêmes procédés. Et cette exploration a été un échec. L'usine a fermé. Mais Romain Ferrari s'est dit, on peut faire mieux. Quel est le problème? On mélange des choses et on doit les amener. Et en fait, il est parti avec l'idée qu'au lieu de faire un énorme site centralisé, il allait faire des containers tout équipés avec le procédé fait pour gérer non pas 15 000 tonnes, mais 300, 400, 500 tonnes à l'année. Et au lieu de les mettre à un endroit, il va directement les mettre chez les industriels. Donc, la récupération de ce qu'on appelle le déchet post-industriel, donc vous ne l'avez pas encore amené, c'est vos déchets pendant la production. Elle peut se faire immédiatement sur place, c'est-à-dire que je peux réutiliser de la matière sans en réacheter. Le déchet est une ressource abondante. Ressource abondante, c'est une des clés du business design pour ceux qui ont écouté mon atelier. Donc là, il y avait une ressource abondante. On a des 5% de déchets sur tout ce qu'on fait. C'est considérable, 5%. On va directement s'en servir et le réutiliser. Et en plus, je vais permettre à l'industriel de dire qu'il fait de la circularité sur ses produits. C'est-à-dire qu'il va être capable, notamment dans la construction, c'est très important, il va être capable de dire tout ce que vous mettez sur vos chantiers, sur les moquettes ou n'importe où, à la fin, vous me le ramenez et moi, je le revalorise. Et ça a été rendu possible uniquement parce qu'on est passé à un business model complètement distribué, avec des petits sites un peu partout, super spécialisés, plutôt qu'avec un grand site qui fait énormément de transport et qui marche beaucoup moins bien. Donc, moi, ça, j'aime bien parce que c'est la même technologie, c'est juste le business design qui est différent. Et en plus, comme il faut toujours jouer avec ses amis, ben, on peut dire aux fabricants de PVC qui étaient menacés de disparaître, en fait, parce qu'un produit qui n'est pas recyclable doit être interdit dans la législation de la construction. Donc, c'est les fabricants de PVC, c'est-à-dire des énormes entreprises de chimie qui payent l'investissement à ceux qui transforment le PVC en moquette, qui ne payent que en fait, les frais d'exploitation. Donc c'est à la fois un modèle décentralisé, un modèle fonctionnalisé et un modèle complètement écologique qui apporte à tout le monde et qui respecte toutes les règles qu'on a envisagées aujourd'hui. Jouez avec vos amis, utilisez ce qui ne sert à rien et vous gagnez. Merci Romain. Un modèle vraiment circulaire pour le coup. Ah, c'est complètement circulaire, c'est vraiment un beau modèle. Super, merci. Jérôme? Je vais reprendre un des éléments que vient de citer Sébastien, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui a bouleversé un exemple de ce qui nous a bouleversé? Je vais d'abord le concrétiser par un élément qui est important pour moi dans l'innovation, c'est déjà le droit à l'erreur. C'est le droit de ne pas arriver au bout de l'expérimentation
et de se dire qu'on peut arrêter les choses en cours de route. Donc ça, Sébastien l'a évoqué. Pour moi, c'est un élément important et en fait, c'est l'ADN de l'innovation aujourd'hui. C'est d'être capable finalement de stopper et puis de repartir et de rebondir sur une autre idée. Qu'est-ce qui a bouleversé Keolis un exemple d'innovation qui a bouleversé Keolis, c'est la navette autonome. Ça c'est clairement la navette autonome. C'est parti d'une idée, on va dire, très locale, lyonnaise, à Vénissieux, pas très loin d'ici, une idée géniale de reprendre finalement une entreprise qui a de l'intelligence embarquée, artificielle, et de mailler ça et de construire une navette autonome. On est en 2014-2015 dans un panorama où effectivement le modèle de la navette autonome est encore très très loin d'être d'actualité. Première mondiale pour Keolis en 2016, on lance une navette autonome sur la Confluence pour répondre à quel enjeu? Finalement, quel était l'objectif de cette navette autonome? Bien sûr, c'est de mettre et d'expérimenter une conduite autonome sans conducteur. Donc ça, c'était évidemment un enjeu. Également, de passer à une mobilité électrique. Donc, deuxième enjeu. Mais l'enjeu de fond, finalement, c'est quel usage de la navette autonome. Et la navette autonome, en fait, elle se ramène finalement aujourd'hui à la mobilité vue par une métropole. Aujourd'hui, le réseau de transport sur une métropole, il est très, très dense. Il favorise finalement l'intermodalité et les déplacements urbains. Par contre, comment on gère la ruralité? Comment on gère les zones qui se retrouvent à 10-15 km d'une grande métropole? Et la navette autonome, en fait, une solution parmi tant d'autres, finalement de compléter le maillage d'un réseau de transport et d'amener la mobilité dans des lieux qui sont un peu reculés, sur laquelle les personnes volontairement utilisent leur voiture parce qu'elles n'ont pas de solution alternative, à des heures aussi où forcément la disponibilité des transports en commun n'est pas forcément avérée. Donc la navette autonome est une réponse à ces déplacements-là et à ces souhaits de déplacement. Donc on est en 2016, on lance une navette autonome avec un peu d'incertitude. Hein. On va dire on a commencé finalement dans un lieu qui est la Confluence, on va dire plutôt sécurisé, au milieu des vélos et des piétons. Et aujourd'hui, on a franchi un certain nombre d'étapes vers ce serviciel, on va dire résidentiel et on va dire la première couronne lyonnaise, en améliorant le service, puisqu'aujourd'hui on dessert le parc OL et l'arrêt du tram. Donc cette navette, elle est complètement intégrée au réseau. Donc ça, c'est aussi important pour pouvoir faire du report modal. Elle est complètement intégrée au milieu de la circulation. Donc ça aussi, ça répond à l'enjeu de pouvoir desservir des zones faiblement éloignées, enfin des zones éloignées. Voilà. Donc voilà en quoi l'innovation depuis 2016 bouleverse considérablement nos us et coutumes. Super, merci. Donc ça veut dire que c'est potentiellement une solution pour les zones rurales et la mobilité entre la ruralité et l'urbanisme. Tout à fait. On parle souvent du dernier kilomètre. Effectivement, les zones où on l'expérimente aujourd'hui, c'est des zones encore très denses, énormément servies en transport en commun, enfin bien servies en transport en commun, mais la destination, c'est vraiment les zones rurales. Super, merci beaucoup. Mais merci à tous les deux. En tous les cas, c'était vraiment passionnant et vraiment très, très intéressant. J'espère que ça vous a aussi autant intéressé que moi.